Bonsoir à tous et bienvenue au Club Miquette, l'émission qui fait rimer hémoglobine et pop culture. Aujourd'hui, direction Beverly Hills avec les frères Menendez. Novembre 2024, sous mon plaid, tartine de gorgonzola dans la main gauche, je scrolle sur TikTok d'un geste machinal. L'algorithme m'abreuve de micro-tendances absurdes, de recettes de pickle free et d'images de vétérans américains qui rentrent de la guerre jusqu'à ce que mes yeux s'accrochent sur une vidéo. La BO TV de Billie Eilish. Un jeune homme à la jawline superbement dessiné, costard repassé, pleure en fixant la caméra. Pendant 17 secondes, il raconte que son père l'a agressé sexuellement. Le terme « abuse » est bipé. Des images d'archives, qualité VHS. En description, « Justice for the Menendez Brothers ». Parmi les commentaires, « Je veux lui faire un câlin », emoji cœur brisé. Drogué aux affaires criminelles, je suis paumé. Les frères Menendez, j'en ai jamais entendu parler. Et pourtant, Ryan Murphy leur a consacré une série sur Netflix en septembre 2024. Curiosité piquée, je tape leur nom sur Google. Wikipédia, premier résultat. Eric et Lyle Menendez, condamnés à perpétuité pour le meurtre de leurs parents, José et Marie-Louise Kitty Menendez, le 20 août 1989. On appelle ça un combo parricide et matricide, un double assassinat à bout portant dans une villa de Beverly Hills. Je repasse la vidéo TikTok, mon algorithme capte mon obsession naissante et m'inonde de montages mixant images de la fiction Netflix et archives du procès. Templates kitsch, cœur scintillant, filtre édulcoré. Le monde est tombé amoureux des frères tueurs. C'est pas la première fois que TikTok transforme des criminels en sex symboles. En septembre 2022, le réseau s'emballe pour Jeffrey Dahmer, surnommé le cannibale de Milwaukee. Il aurait tué 17 personnes entre 1978 et 1991. Cette année-là, pendant Halloween, des mômes mettent une perruque blonde et de grandes lunettes de vue pour lui ressembler. Sur YouTube, des pseudo-créateurs de contenu piège des anonymes en se faisant passer pour le serial killer. Sur TikTok, partout, des photos du vrai Dahmer mixées aux images de la série avec son interprète Evan Spitter. Avec ses allures de playboy, il est connu pour avoir été l'un des personnages principaux de la franchise American Horror Story, une série qui a cartonné. Evan Spitter plaît. Toute une génération se met à avoir des papillons dans le ventre pour le cannibale de Milwaukee. Les montages avec cœur et musique de Lover se multiplient. Bilan, 800 millions d'heures de visionnage en un mois pour la série de Ryan Murphy. Aimer un criminel, ça porte un nom, libristophilie ou syndrome de Bonnie and Clyde. La plateforme Reddit est blindée de discussions sur le sujet. Et Netflix l'a bien compris, glamouriser les monstres, ça rapporte. Et les frères Menendez dans tout ça, pourquoi eux? Pourquoi maintenant? Pour comprendre, on rembobine, retour en 1989. Dimanche 20 août 1989, 20h45. Un vent tiède fait onduler les palmiers de Beverly Hills. La saison touche à sa fin. Dans ce quartier huppé, les interventions de police sont rares. Quelques vols, des paparazzis trop curieux, rien de bien palpitant. Mais ce soir-là, le 911 reçoit un appel paniqué depuis le 722 North Elm Drive. Voix tremblante, entrecoupée de sanglots, les frères Eric et Lyle Menendez viennent de retrouver leurs parents assassinés. La lumière des gyrophares bleus s'approche de l'immense villa des Menendez. Un manoir à plusieurs millions, colonnes immaculées, une allée impeccablement taillée. Devant la porte, Eric et Lyle Menendez, 18 et 21 ans, s'effondrent de douleur. Les flics franchissent le seuil, passent l'escalier en colimaçon, entrent dans le salon. Un bain de sang. J'ai toujours eu une petite curiosité morbide. Petite, je binge-watchais Happy Tree Friends, cette série d'animation ultra gore avec des animaux trop kawaii. Aujourd'hui, j'ai remplacé les lapins explosés par les scènes de crime. Alors en 2 clics, je pars en quête des photos décors des parents Menendez. Sur Reddit, évidemment. Le poste de télé est toujours allumé. Sur le canapé blanc, José Menendez, 45 ans, criblé de balles, tête penchée. Sur le tapis, Kitty Menendez gît dans une flaque rouge, le visage détruit. 4 balles dans la tête, 2 dans le corps. Eric et Lyle racontent. Ce soir, ils étaient de sortie. Leurs parents ont dû se faire une soirée télé comme d'habitude. Le père avait des problèmes avec la mafia, ou alors c'est peut-être un cambriolage qui aurait mal tourné. Leur alibi à eux, des places pour le festival Taste of LA achetées au guichet. Ils ont même les tickets. L'enquête de voisinage ne donne rien. Personne n'a rien vu, rien entendu, villa insonorisée, jardin trop grand, voisins trop loin. Les jours passent et les frères Menendez claquent du fric à foison. Porsche 911, montre de luxe. Ils s'achètent même un restaurant de poulet frit. Eric engage un coach de tennis à plein temps et file en Israël pour disputer quelques matchs. Riches, beaux, bronzés, les frères Menendez mènent la vie de star
et deviennent les suspects numéro 1. Parce que pendant leurs interrogatoires, les versions divergent, trop d'incohérences, la police tente un coup de poker, faire cracher le morceau à Craig Signorelli, le meilleur ami d'Eric. Face aux policiers, Signorelli révèle qu'Eric lui a avoué le meurtre. Mais surtout, ils avaient écrit un scénario ensemble. Son titre, Friends. Son pitch, un jeune homme tue ses parents pour hériter. Des extraits de ces dialogues sont dispos sur les pages Reddit consacrées à l'affaire. Pour obtenir les aveux d'Eric, les policiers équipent Signorelli d'un micro pendant un déjeuner. Mais Eric ne dira rien. C'est auprès de son psy que le jeune héritier de 18 ans finit par craquer. Malgré le secret médical, son thérapeute enregistre toutes les séances et garde les enregistrements en sécurité. Lyle Menendez est arrêté le 8 mars 1990, et Eric le 11, à son retour d'Israël. Dans les médias, leurs visages d'anges prennent les traits de petits démons sanguinaires. En juillet 1993, la chaîne spécialisée en affaires criminelles Court TV diffuse le premier procès des frères Menendez. L'Amérique est fascinée et suit les audiences comme une télé-réalité. Pendant la préparation du procès, Eric et Lyle confient à leurs avocates qu'ils ont été victimes de violences sexuelles de la part de leur père. L'image du bon père de famille assassiné se fane. Les avocates brossent les portraits d'un père narcissique, pédocriminel, intransigeant et violent, et d'une mère alcoolique, instable et complice. Ils présentent une cinquantaine de témoins pour soutenir leurs accusations, plaidant la légitime défense. Leur père les aurait menacés de mort après une confrontation avec Lyle. Les témoignages des frères se font dans les larmes, leur détresse est palpable, et le public oscille entre compassion et scepticisme. L'Amérique se divise, le procès est partout, même dans le talk-show de la superstar Oprah Winfrey, où les pros et anti-Menendez se livrent une guerre sans merci. En mars 1994, après un mois de délibération, les membres du jury ne parviennent pas à un accord. D'un côté, les femmes penchent pour un homicide involontaire avec circonstances atténuantes, persuadées que les frères ont agi sous l'emprise de la peur. De l'autre, les hommes voient en eux des fils à papa assoiffés d'argent, prêts à tout pour toucher l'héritage familial. Empathie pour des enfants abusés d'un côté, pas de pitié pour un tueur de papa de l'autre, un deuxième procès va devoir se tenir. Mais pendant ce temps, avec leur belle gueule, leur sourire en coin, leurs larmes et la médiatisation du procès, les Menendez croulent sous les lettres d'amour. Le 2 juillet 1996, Lyle se marie avec l'ancienne mannequin Anna Erickson quelques heures à peine avant l'ouverture du deuxième procès. Mais elle n'est pas la seule femme obsédée par lui. Parmi les fans, une certaine Norma Novelli, 50 ans. Elle appelle tous les jours Lyle en prison. Il lui fait confiance et lui confie même qu'il est prêt à faire semblant de pleurer pour émouvoir le jury. Sauf que Norma enregistre tout et en tire un livre, le journal intime de Lyle Menendez. Lorsque l'affaire éclate, Lyle affirme qu'il ignorait qu'elle l'enregistrait. Trop tard, il ne pourra plus témoigner lors de son propre procès. Aujourd'hui encore, sur Reddit, Norma Novelli est la traîtresse absolue. Une quinquagénaire qui tombe éperdument amoureuse d'un prisonnier? Possible. Sur les images de Court TV, des jeunes femmes aux yeux écarquillés se pressent devant le tribunal pour voir leurs deux idoles. Dans un article du Los Angeles Times de 1994, un journaliste rencontre la fanbase des Menendez. Alors c'est évidemment pas la première fois que des femmes se précipitent à une audience et tombent amoureuses de criminels. Ce syndrome a un nom, l'hybristophilie, et il me passionne. Comment tomber croque-love d'un tueur? Été 1979, sous la chaleur écrasante de Floride, un essaim de jeunes filles se presse devant le tribunal du comté de Dade Edward Cowart. Toutes veulent apercevoir Ted Bundy pour un des premiers procès américains médiatisés à grande échelle. Accusé du viol et du meurtre de dizaines de femmes, il est considéré comme l'un des tueurs en série les plus dangereux de l'histoire du pays. Mâchoire carrée, sourire ravageur, cheveux gominés, il est acclamé en rockstar. Ces jeunes femmes ont l'âge de ses victimes. On les appelle les Lady Killers. Dans le public, pendant les audiences, Carol Ann Boone est là, son visage dévoré par ses énormes lunettes. Elle a épousé Bundy en 1975, alors qu'il était déjà jugé. Condamné à la chaise électrique, il aura pourtant un enfant avec elle, un bébé conçu pendant ses visites conjugales, un bébé parloir. Mais la fièvre hybristophile ne contamine pas que les États-Unis. Tous les assassins sont concernés, même les plus franchouillards. Monique Olivier, complice du tueur en série Michel Fourniret, l'a rencontré en prison après avoir répondu à une annonce qu'il avait publiée dans le Pèlerin Magazine. Salah Abdeslam, l'un des terroristes impliqués dans les attentats du 13 novembre 2015, croule lui aussi sous les courriers d'amour. En janvier 2024, on apprend que Nordal Lelandais, celui qui a tué la petite Maëlys et le caporal Arthur Noyer, va devenir père. Alors, l'hybristophilie, c'est quoi? Les criminologues utilisent ce terme pour décrire une attirance sexuelle ou sentimentale pour les criminels, tueurs en série ou non.
Mais le point crucial qui me perturbe le plus, c'est ça. L'hybristophile n'aime pas son criminel malgré ses actes, mais précisément parce qu'il les a commis. En janvier 2024, Viola Di Basilea publie sous pseudonyme son essai Hybristophilia. Elle y rappelle que l'hybristophilie n'est pas reconnue comme trouble mental. Selon elle, c'est un mécanisme narcissique. Ces femmes veulent sauver leur chouchoute criminel. Les experts rapprochent l'hybristophilie du syndrome de l'infirmière ou du sauveur. La personne amoureuse veut réparer le criminel, persuadée qu'il est victime d'une injustice. On l'appelle aussi syndrome de Bonnie and Clyde, en hommage au couple de criminels qui a défrayé la chronique aux États-Unis dans les années 30. L'autre facette du syndrome, c'est l'attirance pour la notoriété du criminel, une forme extrême de stan culture, des Swifties de l'assassinat en gros. Les fans de criminels sont souvent des très jeunes femmes encore ados. Et parce que jeunesse rime avec rébellion, rien de mieux qu'entretenir une correspondance avec un criminel incarcéré pour faire chier ses parents. Un petit coup de provoque sans prendre trop de risques, puisque généralement, ces tueurs en série ne sortent pas de leur cellule vivant. La relation ne se transformera jamais IRL. Et avec Internet, les hybristophiles s'entraident, ils forment de vraies communautés. À force de diguer sur Reddit, je suis tombée sur un groupe qui a été banni depuis car il violait les règles de la plateforme. Son nom, My Hybristophilia. Les utilisateurs échangent sur leur passion pour plusieurs tueurs en série. Les membres du forum partagent des montages vidéo et des photos. Comme cette jeune femme qui publie une image de sa chambre. Sur son mur, au-dessus de sa housse de couette Hello Kitty, une dizaine de photos de Jeffrey Dahmer. On est loin, très loin de mes posters Grégory Le Marchal. Sur cette même page, je tombe sur les edits vidéo pleins de cœurs en hommage à l'Australien néo-nazi Brenton Tarrant. Le 15 mars 2019, à Christchurch, en Nouvelle-Zélande, il entre dans 2 mosquées et tue 51 personnes. Je sais que je digresse, mais revenons à nos frères Menendez. En 2020, plus de 25 ans après leur condamnation à la perpétuité, les frères Menendez deviennent des stars de TikTok. On est en pleine pandémie mondiale de Covid-19, le monde se confine, des images des frères Menendez explosent en ligne. Et pour les utilisatrices, ils sont super sexy. Et la majorité des montages a pour BO le tube de ma reine Britney Spears, Mama, I'm in love with the criminal. Et cette nouvelle communauté de fans issus de la Gen Z pose sa grille de lecture post-MeToo sur l'affaire. Pour ces justiciers 2.0, les Menendez ont usé de la légitime défense face à leurs bourreaux de parents. Alors que la parole se libère sur les violences sexistes et sexuelles, les soutiens des Menendez rappellent aussi le climat homophobe de la fin des années 90. Selon eux, les frères ont aussi été condamnés par le jury de l'époque car l'un des deux aurait été homosexuel. C'est là aussi qu'il faut nuancer le soutien de cette génération de jeunes femmes pour les frères Menendez. Contrairement à Ted Bundy, ils auraient agi en réponse à de l'inceste, même s'il n'existe pas vraiment de preuves. Bon, ce qui est certain, c'est que la belle gueule des Menendez et leur classe sociale les ont clairement aidés à faire communauté. Une communauté qui explose avec l'arrivée en novembre 2024 de la série de Ryan Murphy sur Netflix. Monstre saison 2. Pour interpréter les meurtriers, Cooper Koch et Nicolas Alexander Chavez. Un duo ultra hot, genre vraiment, avec gros plans sur leur six-pack et même sur leur pénis. Sur TikTok, les criminels deviennent des objets de la pop culture. Avec les réseaux et des templates kitschissimes sur CapCut, on peut glorifier des tueurs à grand renfort de musique mélo. Et en faisant mes recherches, je suis même tombée sur des fanfictions qui sont consacrées aux Menendez sur la plateforme d'écriture collaborative Wattpad. Depuis la mise en ligne de la série, le capital sympathie des frères Menendez continue de gonfler. Kim Kardashian, qui milite pour une réforme du système carcéral américain, leur rend visite dans leur prison de San Diego le 21 septembre dernier. Et pour rencontrer les détenus, elle était accompagnée de Cooper Koch, qui interprète Eric Menendez dans la série de Ryan Murphy. Et cette glamourisation a eu des effets jusqu'au système judiciaire californien. Le 4 octobre 2024, le procureur de Los Angeles annonce que de nouvelles preuves vont être examinées dans le dossier Menendez. Depuis leur prison, les Menendez, eux, dénoncent la série Netflix. Dans un communiqué publié sur Facebook, Eric Menendez évoque un récit imprécis et les mauvaises intentions du réalisateur. Parce que pour sexualiser d'autant plus ses personnages, Ryan Murphy leur a par exemple inventé une relation incestueuse, donnant lieu à des scènes érotiques dans la douche. En plus de capitaliser sur le syndrome de Bonnie and Clyde, cette production y participe entièrement. Elle en rajoute avec des acteurs sexy qui se séduisent. La saison 3 de Monstre a été annoncée. En tournage, elle se concentrera sur Ed Gein, un Américain qui, dans les années 50, a tué 2 femmes et déterré plusieurs cadavres pour se constituer une garde-robe en peau humaine. Au casting, pour interpréter le boucher de Plainfield, ça sera Charlie Hunnam, vu dans La Légende d'Excalibur. Sans surprise, ultra beau gosse et bodybuildé.
Bienvenue au Club Miquette, on vient de plonger dans l'affaire des frères Menendez en 1989. Deux frères ultra beaux gosses et ultra riches assassinent leurs parents. Une affaire qui fascine l'Amérique, que la série de Ryan Murphy a récemment remis en lumière sur la plateforme Netflix, avec pas mal de grosses ficelles, on en reparlera. Et on va aller plus loin et on va se demander pourquoi les tueurs nous fascinent autant. Pour en discuter, deux invités exceptionnels dans le Club Miquette. Maxime Chatham, tu es le maître du thriller français, avec plus de 10 millions de livres vendus dans le monde, traduit en plus de 20 langues. Ton dernier roman, Prime Time, met en scène un présentateur de JT pris en otage en direct. Un huis clos glaçant sur les dérives médiatiques qui vous donne envie d'être journaliste télé, finalement. Voilà. Liv, tu es vidéaste francophone incontournable du crime, suivi par plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. Tu as récemment signé une série doc sur France TV Slash qui s'appelle Clip Mortel, qui explore 6 crimes liés au web, 6 crimes qui vous donneront envie de souscrire à la fibre. Tout à fait. Alors, on va d'abord parler de vos premiers frissons criminels, si vous le voulez bien. Je viens de raconter l'affaire des frères Menendez. Quand est-ce que vous avez entendu parler de l'affaire Menendez pour la première fois et selon vous, qu'est-ce que ça raconte des États-Unis à l'aube des années 90 ? Super intéressant. Qui veut commencer ? Maxime, je te laisse commencer. Honneur aux hommes aujourd'hui. Avec plaisir, merci. En fait, moi, j'en ai entendu parler très tardivement. C'est pas une affaire qui a popé à mes yeux. D'abord, à l'époque, il y a plutôt O.J. Simpson qui arrive en France et qui fait du bruit. Moi, je suis ado à l'époque, donc voilà. Et quand je fais de la crimino, je suis sur des tueurs en série qui ont des profils très différents de celui-ci. Donc, je suis passé complètement à côté de l'affaire. J'ai redécouvert quasiment comme tout le monde là récemment. Avec la série Netflix. Ouais, enfin, avec le documentaire. Ok. Pas la série, ouais. D'accord. Je suis pas fan, moi, de Doc fiction. qui est sorti après la série, justement. Ouais. Ouais. De manière générale, je suis pas très fan de fiction, dramatisation de faits réels. Ça, j'accroche pas trop. Quand c'est bien fait, si. Alors Zodiac de Fincher, ok, là tous les jours. Mais Dahmer sur Netflix, c'est moins ma came. Je trouve que d'abord c'est tellement sordide que s'il y a pas un point de vue extérieur, d'où l'intérêt d'un truc comme Zodiac. Zodiac, c'est intéressant parce que ça raconte une époque, une enquête, tout ce qu'il y a derrière. Et puis il y a un point de vue sur qui, comment, pourquoi. Quand on connaît déjà qui, ça m'intéresse un peu moins. Donc non, j'ai pas été très fan de l'affaire Tau. En revanche, que ça raconte de l'Amérique me parle beaucoup. Quelque chose qui est encore plus vrai aujourd'hui d'ailleurs qu'à l'époque, c'est-à-dire que quand vous regardez un doc sur l'affaire Menendez, ce qui saute aux yeux quand même, c'est blanc ou noir. Il n'y a pas de nuance. Il n'y a pas de zone de gris chez l'être humain dans le système judiciaire américain. C'est-à-dire que ils sont coupables d'avoir tué leurs parents, oui, donc ils vont crever en tôle. Point. Ou alors, d'un autre côté, les femmes vont le défendre, le jury féminin va les défendre en disant ils sont victimes, donc ils ne doivent pas aller en prison. Il y a vraiment une dualité. C'est vrai, il y a une dualité. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Et on s'intéresse assez peu, finalement, au profil psychologique, à la victimologie des auteurs des faits. Tout à fait. Ce qui pose un problème aux États-Unis, parce que, non, on peut pas être les deux, en fait. On peut pas être coupable et victime en même temps. Mais les mecs, un être humain, c'est ça, quoi. C'est exactement ça. La complexité des émotions qui amène à un individu à tuer. Je parle pas de tueur en série, parce qu'on en est sur un autre registre. Des gens, je vais pas dire comme tout le monde, parce que heureusement, mais ces deux garçons qui ont quand même un parcours de vie très atypique qui les amène à ce moment terrible. Ça, voilà, la nuance qui va autour de quoi. ça. Et Liv, l'affaire Menendez, t'en as entendu parler quand et qu'est-ce qui t'a fasciné dans cette affaire ? Eh bien, moi, il me semble que j'en ai entendu parler aux alentours de 2015, quand j'ai vraiment commencé à regarder pas mal de créateurs américains sur YouTube qui parlaient d'affaires criminelles, donc des créateurs de true crime comme je suis aujourd'hui finalement. Et donc, c'est une affaire qui était hyper prenante. C'est vraiment presque de la fiction aussi, on va dire ça comme ça. Enfin, c'est le type d'affaire que justement tu peux lire dans un livre. C'est assez incroyable. T'as deux frères effectivement qui sont physiquement assez plaisants à regarder. Voilà, t'as le côté la machine judiciaire américaine qui les broie. T'as toutes les caméras aussi Court TV en direct pendant les procès. C'est un truc assez dingue. Et c'est vrai que ce qui m'avait beaucoup marqué, c'était justement le manque de nuances, comme tu disais, Maxime. C'est le fait que t'as deux ados, deux jeunes adultes qui sont visiblement traumatisés par la vie. Voilà, on voit qu'il leur est arrivé plein de choses assez horribles. Et en fait, c'est un peu occulté, quoi. Voilà, et c'est le côté révoltant. Voilà, moi, ça m'a tenu comme ça en haleine. Et c'est pour ça que ça m'a marqué. Je me souviens à l'époque. Je crois qu'ils avaient 18 et 21 ans. 18 et 21 ans. Donc tu te dis qu'à cet âge-là,
t'es pas encore complètement un adulte. Tout à Tu fait. peux pas être jugé comme un type qui a 35, 50 piges, qui a déjà, voilà, il a une assise, il sait qui il est et il est en pleine maîtrise de ses émotions. Tout à fait. 18, 21 ans, Ouais. t'as le droit d'être encore dans un moment de fragilité dans ta On construction se rend pas personnelle. compte, hein. Mais ouais, Ça, ouais. ils ne tiennent pas compte. C'est vrai, je suis d'accord. Cette émission, elle est faite pour les fans de true crime et d'affaires criminelles, même si le mot fan est un peu étrange. C'est quoi l'affaire criminelle ou le tueur en série qui vous a le plus fasciné, sur lequel vous êtes le plus plongé? Liv, peut-être? Eh bien, pour le coup, l'affaire qui m'a le plus marqué, moi, j'en parle tout le temps, mais moi, c'est Columbine. Je pense que tu le sais maintenant, j'en parle tout le temps. C'est les deux adolescents qui sont allés dans leur lycée, c'était la région de Denver, il me semble, je crois que c'est dans le Colorado, qui ont tout simplement organisé une tuerie de masse dans leur lycée, quoi. Voilà, donc ils se présentent, à la base, ils veulent faire exploser le lycée. Finalement, les bombes artisanales ne fonctionnent pas très bien, donc ils sortent les armes et ils commencent en fait à tirer sur leurs camarades de façon assez arbitraire. Ils avaient une liste apparemment de gens qu'ils voulaient tuer, mais en fait finalement ils ont tiré sur tous les gens qui étaient à leur portée. Et traumatisme cette affaire, traumatisme. T'as vu Bowling for Columbine de Moore? J'ai vu tous les documentaires, mais celui-là oui, j'ai bien sûr. Bien sûr. Bah écoute, celui-là en particulier. On voit les images de surveillance. Ouais, c'est ça. Bah écoute, moi je les ai. Je sais pas si j'ai vraiment un avis genre sur le documentaire, à part le fait que, comme tous les autres, il m'a traumatisé. Voilà. Bah, pour moi, c'est le malaise surtout. Vraiment, c'est le malaise. Je sais pas si c'est celui dans lequel il y a des familles de victimes qui sont interrogées, etc., et d'anciens lycéens, ou est-ce que c'est un autre? Je me souviens plus. Je crois qu'il y a de ça, parce que ouais. le truc de Bowling for Columbine, c'est hyper intéressant, mais aussi de Michael Moore, c'est-à-dire qu'il y a un tel parti pris qu'il va mettre en image uniquement ce qui l'intéresse pour servir son propos. Moi, c'est le truc qui me... Et comment tu le définirais, son propos, du coup? C'est du anti-armes Ouais. Anti-NRA. Anti-personnel. Ah oui, d'accord. Parle, mais je trouve que la méthode justifie pas, enfin, l'intention justifie pas la méthode. Moore, quand on regarde son truc, c'est intéressant pour le côté factuel, mais c'est tellement politisé dans son discours de voilà ce que je veux montrer, que du coup, à mon sens, ça décrédibilise une partie de ce discours qui pourtant... je veux voir. Et voilà, je trouve que c'est toutes les limites de l'exercice, mais c'est intéressant par rapport à l'affaire. Et tu connais, parce que pour le coup, pardon, je me permets de poser des questions, mais je trouve que j'ai une occasion, j'en profite. Écoute, allons-y. Non, mais je vous laisse. Dans le même genre, il y a eu au Québec une histoire dingue, Polytechnique. Oui. Ouais, bien sûr. Ça, mais pareil, une masse de femmes, en fait. C'est le premier, un vrai hater de... C'est le premier attentat masculiniste. Exactement. En fait, on en parle de plus en plus des masculinistes. Ouais. Je trouve que c'est un peu un élément, un fait divers fondateur. Tu vois, dans toute la théorie aujourd'hui qu'on peut avoir sur ce que racontent ces faits divers-là, sur comment un homme en arrive à faire ça, je trouve ça fascinant. C'est fou. Et Maxime, j'imagine que quand tu étais petite, tu étais peut-être ou pas... Pas de faire en série. Non, mais curieux, fasciné par les faits divers. Est-ce qu'il y a une affaire qui t'a marqué quand tu étais môme ou... Alors, étrangement, môme, pas du tout. Moi, c'est venu plus tard. Mais en revanche, il y a une affaire qui m'a marqué avec les années. C'est l'affaire, alors c'est pas très connu en France, d'un tueur en série qui s'appelle Dayton Lee Rogers, qui est un tueur en série qui a sévi dans l'Oregon, un état au nord de la Californie, dans les années 90, si je dis pas de bêtises, 80-90. Et je connaissais pas l'affaire. Et en fait, un jour, je publie un bouquin qui s'appelle L'âme du mal, qui se passe dans l'Oregon, qui raconte un tueur en série, etc. Et quelqu'un, je croise, me raconte, mais il me dit, mais c'est inspiré de Dayton Lee Rogers, votre livre, non? Je dis, mais non, je connais même pas ce tueur. Et donc, je commence à me renseigner un peu, et là, je découvre que l'histoire est assez proche de ce que j'ai raconté. C'est dingue. Pas non plus dans les détails, mais... Et donc, je suis parti une fois en immersion pendant un mois, rencontrer tous les tenants, les protagonistes de l'affaire, parce que j'avais envie de comprendre. Donc, les flics, la seule victime qui a survécu, son avocat, le procureur, etc. Et un jour, d'ailleurs, son avocat m'a posé une question à laquelle on se confronte à un moment, et je suis curieux d'avoir l'avis de Liv là-dessus. J'ai fait un mois complet avec tout le monde. Ouais. Et un jour, son avocat me dit, bon, bah, voilà, est-ce que vous voulez le rencontrer? Il est là. Vous êtes à 20 minutes de la prison. Est-ce que vous voulez le rencontrer? Et je me suis posé cette question. Putain, tu peux pas faire une affaire entière et pas aller voir le protagoniste de l'histoire. Et mais en fait, si, il faut pas aller le voir. C'est mon point de vue. Pourquoi? Parce que tu as peur d'être manipulé? Manipulé, oui.
c'est la définition même du tueur en série, du grand pervers. C'est-à-dire que je voulais comprendre l'affaire, je voulais, elle me parlait pour des tas de raisons, sauf que lui, je savais très bien qu'il allait me raconter ce qu'il avait envie de me raconter, pas la réalité. La réalité, en fait, je l'avais eue à travers... Sa version de l'histoire, en fait. Ouais, je l'avais eue à travers la victime, à travers les flics et le procureur, tous les avocats qui avaient été clairs, les journalistes, même sa famille, ses collègues de boulot que j'avais rencontrés. Donc, en fait, j'avais le portrait du mec. Allez voir un type qui va vous raconter ce qu'il veut, parce qu'on sait très bien que l'essence même de ce type de personnalité-là, c'est la manipulation, c'est de vous amener où lui, il a envie d'aller, pas là où vous voulez aller, pas dans quelque chose de très objectif. Et non, en fait, j'allais pas lui donner ce plaisir. Et je me suis rendu compte que j'allais juste satisfaire mon ego de pouvoir dire un jour, j'ai rencontré un tueur en série, quoi. Non, ça n'a pas de sens. Pour moi, en tout cas, ça n'a pas de sens. Il y a des gens dont c'est le métier, oui, mais non. Ouais, mais c'est super intéressant, ça. Désolée, je pense que j'allais te couper, mais ça me fait penser au film True Story. Est-ce que tu l'as vu, Maxime ? Non, j'ai pas vu. Tu l'as pas vu ? C'est un film dans lequel, alors, on parle de l'histoire de Christian Lango, qui est un homme américain qui a tué ses 3 enfants, si je me trompe pas, et sa femme aussi. Mais du coup, pour faire un petit résumé du film, tu as donc un journaliste qui est un peu déchu, qui a inventé un gros mytho et qui est donc déchu du New York Times et qui veut trouver une nouvelle histoire hyper intéressante à raconter. Et on entend parler de ce tueur-là qui a pris son identité quand il s'est fait arrêter, en tout cas, il se faisait passer pour lui, pour ce journaliste. Du coup, il se dit, je vais aller en prison, je vais écrire sur lui, c'est une affaire qui fait vraiment grand bruit, et donc je vais regagner un petit peu de crédibilité en parlant de ça. Donc il se rend en prison, il parle à ce gars, et en fait, il a l'impression de nouer un lien hyper fort avec lui. Et de vraiment tout savoir, il est là, il se dit, je vais écrire un livre incroyable et tout sur la vérité, sur l'affaire. En fait, il se rend compte qu'il se fait berner en fait à la fin. Et c'est incroyable comme film. Donc ce que tu dis me parle beaucoup et je pense qu'il faudrait que tu le regardes vraiment, même si je t'ai un peu raconté tous les détails. L'affaire est hyper connue déjà et en vrai, c'est le déroulé qui est intéressant. Voilà, c'est le pourquoi du comment il se rend en prison et finalement l'issue aussi hyper intéressante. Ouais. Maxime, tu as parlé de ton livre L'âme du mal, et il fait partie de la trilogie du mal. Comment tu imagines et comment tu construis tes monstres et tes tueurs? C'est pour ça que j'ai fait de la criminologie. Je voulais comprendre comment ça marche au niveau de l'enquête, bien sûr, les autopsies, etc. Mais aussi, j'ai fait de la psychiatrie criminelle pour comprendre comment est-ce qu'un pervers fonctionne. J'ai lu, je ne sais pas combien de dizaines, sinon de centaines d'affaires, dans le plus de détails de possible, pour comprendre. Et à partir de là, mon métier, c'est d'imaginer. Je suis romancier, je crée, je suis un créatif. Et donc, j'essaie de comprendre quelle est l'histoire que je veux raconter. Pourquoi je veux raconter cette histoire ? Parce que c'est pas tout d'avoir une histoire. Il faut savoir pourquoi on va l'écrire. C'est quoi le sous-texte de mon roman ? Le truc que les gens verront pas nécessairement, mais qui, moi, va me porter intellectuellement pendant toute la construction. Et une fois que j'ai ça, il faut trouver le véhicule. Le véhicule, c'est le tueur en série. Le tueur en série, donc, il est défini notamment par ses crimes. Donc, j'essaie de comprendre les crimes qui illustreront ce que je veux raconter. Et une fois que j'ai tout ça, je fais le chemin inverse, moi. Il faut que je crée la personnalité qui correspond à ce type de crime-là. Et donc, pour ça, je reviens sur lui, qui il est, sa vie, son enfance, sa vie, son œuvre, quoi. Et une fois que j'ai tout ça, c'est établi. J'ai plus qu'à raconter mon bouquin et là-dedans faire naviguer des enquêteurs pour mener l'enquête. Et à quel point tu t'inspires du réel ? En fait, pas directement, indirectement, totalement tout le temps. C'est-à-dire que, oui, je lis des affaires criminelles en permanence, j'essaie de comprendre, à tous les niveaux, que ce soit, par exemple, au niveau des enquêtes, des procédures médico-légales, la modernisation des techniques, etc. Mais aussi ce qu'on comprend un peu mieux sur la psyché des pervers, des psychopathes, des sociopathes, etc. Donc, je me documente tout le temps, mais je ne mets pas des morceaux ou des fragments d'histoire vraie dans mes livres. Non, je crée. Je crée à partir de la réalité. J'essaie de comprendre comment fonctionne un tueur, un pervers, etc. pour ensuite créer mes monstres à moi dans mes livres. Parce qu'ils seront le véhicule de ce que j'ai envie de raconter. J'ai pas envie d'être au contraire le véhicule d'un vrai type. Ça m'intéresse pas. Je trouve ça même très glauque et malsain. Et est-ce que selon vous, les faits divers et les affaires criminelles ou les grands tueurs en série qu'on connaît vont parfois plus loin que la fiction elle-même ? Est-ce que parfois tu te dis, jamais de sa vie, un scénariste aurait imaginé ça ? En vrai, à 100%, je suis tout à fait d'accord. Ouais. On se rend pas compte que, finalement, la fiction, elle est inspirée de la réalité. Et parfois, la fiction, elle est édulcorée, en fait. Voilà. Parce que souvent, on se dit, OK, non, je vais pas aller jusque-là, c'est pas crédible. Alors que l'être humain est vraiment monstrueux et qu'on fait des choses horribles. Ouais. Ah oui, vraiment, je suis à 100% d'accord. La réalité dépasse bien souvent la fiction.
Je sais pas jusqu'où on peut aller dans les détails un peu sordides là, qui nous Vas-y. écoutent, etc. Donc, si tu m'y autorises, je vais vous donner 3 anecdotes, puis bouchez-vous les oreilles si vous êtes sensible. Dans la réalité, il y a des choses que tu peux pas mettre dans un roman, par exemple. Tu prends des tueurs en série comme Norris et Bittaker. Si vous les connaissez pas, c'est une folie cette invite histoire pour moi. Ouais, c'est à vous horrible. renseigner un peu. C'est glauquissime. C'est horrible. Les enregistrements qu'ils faisaient, c'est-à-dire que les types avaient fait un van. Vous voyez l'agence touriste, c'est pas votre génération, pardon, mais l'agence touriste avait un van. Bon, bah, c'est le van de l'agence touriste, mais version torture. À l'intérieur, il y avait une chaise de dentiste qu'ils avaient scellée au sol, des instruments de torture sur les murs. Ils enlevaient des femmes sur le bord de la route, ils les foutaient sur le fauteuil, ils les torturaient à mort pendant des heures jusqu'à ce qu'elles perdent connaissance, jusqu'à ce que le corps cède. Et ensuite, avec beaucoup de soin, parce qu'ils avaient fait une formation pour ça, ils les réanimaient très gentiment pour pouvoir recommencer jusqu'à ce qu'un moment ça casse et que la personne meure. Donc, et ça, ils enregistraient ce qu'ils leur faisaient. Donc les enregistrements de ça, c'est insoutenable. Vous ne pouvez pas mettre ça dans un roman. Un type comme il s'appelait Ramirez, tueur en série. Alors lui, c'est un psychotique. Donc là, on est dans la frange des tueurs en série un peu plus rares. On est dans les 5-10% des tueurs en série. C'est-à-dire c'est des tueurs en série considérés comme, entre guillemets, fous. Mais lui, quand on lui dit pourquoi vous tuez, il dit ah bah parce qu'en fait, et je vais vous raconter cette anecdote et vous allez voir que vous allez tous fermer vos portes à clé dorénavant. Il dit non mais moi je rentrais, j'arrivais dans les maisons, j'ouvrais la porte, c'était fermé, j'y allais pas. Puis un jour, oui, la porte était ouverte, je suis ah bah c'est qu'on m'attendait, je suis invité donc je rentre. Et bon bah moralité, il a fait des trucs abominables et c'est là que je pose la question jusqu'où je peux aller parce que c'est vraiment on est à un niveau de dégueulasserie, pardon pour le terme. Bon, bah, on va y aller franco. Alors, un exemple parmi tant d'autres, il a pris un des nourrissons, un des bébés de la maison, qui a fini dans le mixeur, qu'il a bu. Vous voyez, on en est là. Moi, je peux pas mettre ça dans un roman. Parce que c'est une violence absolue. Je vois pas ce qu'il y a de pire. Et en plus, ça ne sert à rien de raconter ça. Et ça ne, enfin là, c'est un propos. Mais dans un bouquin, une fiction, on est là pour se faire plaisir à raconter quelque chose avec une intention. Là, il y en a pas. On peut pas. Ça sert à rien, mais il y a quand même cette curiosité morbide dont tu parles souvent au livre. Toi, comment tu fais quand tu racontes une histoire qui s'est produite, qui s'est passée sur un fait divers, un tueur en série? Comment tu fais pour justement ne pas tomber dans l'ultra morbide? Quels détails tu vas mettre de côté? Comment tu fais pour raconter une histoire sans motiver un peu nos bas instincts qui fait que quand Maxime tu nous dis ça, on est quand même un peu en train de trembler en te regardant et on veut savoir la suite. Comment tu fais pour jongler avec cette fascination-là? Eh bien, c'est une super question. C'est vrai que je fais un gros travail de tri. Donc voilà, la première chose que je fais, c'est trouver un maximum de sources, voilà, des livres, des articles sur Internet, peu importe. Donc je lis un maximum et après finalement mon travail c'est de faire une synthèse de l'histoire. Et mon but c'est surtout de pouvoir dans mes vidéos parler de la psychologie un petit peu, voilà, du tueur, parfois aussi des victimes, le pourquoi, du comment on réagit d'une certaine manière. Et donc je pense que cet angle déjà, à partir de cette idée-là, fait que naturellement j'emploie pas tellement de procédés sensationnalistes. Je vais pas forcément dans les détails du crime et parfois même du mode opératoire. Exactement, tout à fait. Et parfois je vais écrire un peu ce qui s'est passé et à la caméra je vois ce qui passe et ce qui bloque. Il y a des moments où je sens que je peux pas aller plus loin et c'est ma limite naturelle et je ne vais pas au-delà en fait, voilà. Et donc j'essaie de gérer les choses comme ça, de réfléchir toujours aussi à l'éthique derrière le sujet. Pourquoi je parle d'un sujet? Voilà. Est-ce que je parle du sujet parce que j'ai juste envie d'exposer l'horreur de la scène de crime et de parler en détail, voilà, du moindre petit détail de, je sais pas, d'une torture ou quoi, ou est-ce que j'ai envie qu'est-ce que j'ai envie de raconter, quoi. Voilà. Et souvent ce que je fais, c'est que j'essaie de raconter des faits de société, de parler de la société, de parler de l'être humain, et pour ça j'ai pas forcément besoin d'aller dans les détails non plus. Donc voilà, j'ai une sorte de garde-fou naturel et jusqu'à maintenant j'ai jamais eu de problème, quoi. Donc, Maxime, tu as parlé de la criminologie, donc tu as fait de la criminologie. Comment tu définirais cette science pour nos auditeurs qui ne connaissent pas la criminologie, en quelques mots? Alors, il y a un problème déjà de vocabulaire, notamment, surtout en France. Il y a la criminologie et la criminalistique, c'est-à-dire que faire des études de criminologie, on devrait appeler ça criminalistique parce que c'est une formation avec plein de matières, médecine légale, psychiatrie criminelle, PTS, police technique et scientifique, et un module qui s'appelle la criminologie. Et là, la criminologie même, c'est l'étude du crime et des grandes théories du crime. Lombroso et compagnie, les Italiens ont eu tout florilège de grands spécialistes. Vous savez, les grandes théories sur la comment ils appelaient ça, morphopsychologie, c'est-à-dire que
ils considéraient que si vos sourcils sont comme ça, que vos yeux sont rapprochés, votre nez comme ça, etc. La forme du crâne. C'était un type de profil psychologique, donc criminel, qui était intéressant, ce qui n'a jamais été prouvé et qui ne correspond pas à grand-chose. De même manière qu'on a longtemps étudié l'ADN du crime. Est-ce qu'il y a dans notre ADN des prédispositions à la pulsion criminelle? Ça n'a heureusement jamais été prouvé. Je pense que c'est une fumisterie absolue. Donc la criminologie, c'est ça notamment. C'est les grands théoriciens du crime. Donc on peut faire des études de criminologie juste sur s'intéresser à la théorie du crime. Et c'est hyper intéressant. Ou on peut faire des études plus larges qui sont aussi appelées criminologie, mais qui sont en réalité de la criminalistique, ce que moi j'ai fait, où là ça englobe tout un tas de modules différents. Et sachez que le CPF peut vous payer ce module-là, je vous le dis. Eh bien, génial. À distance. Génial. Et comment vous expliqueriez justement que cette science a longtemps été dénigrée et l'est toujours un peu en France par rapport aux USA? Pour plein de raisons. D'abord parce que c'est une science molle à maints égards. C'est-à-dire que la psychologie, regardez les profilers. Aujourd'hui en France, il y en a. Je gère la gendarmerie, le département des sciences du comportement, c'est un département qui est spécialisé. C'est des binômes enquêteurs profilers qui sont au service des sections de recherche, notamment de gendarmerie, dans des grandes affaires sensibles. Donc ça existe, mais on a mis très longtemps avant d'accepter ça, d'en avoir en France. La police a la même chose. Donc, parce que c'est la psychologie, qu'il y a encore beaucoup d'enquêteurs, vous leur dites « Ah, on va faire appel au profiler », et le mec dit « Non, t'es gentil, mais moi, je crois que ce qui est vrai, déjà, l'ADN, ça passe, mais c'est toutes les limites d'ailleurs de la science. L'ADN, les empreintes, ok, c'est super. Mais pendant longtemps, on a dit « Ah bah, il y a son ADN, c'est lui le coupable ». Ok. Alors, on a 2 minutes, je vous raconte une histoire très rapide. Dans le sud de Paris, en banlieue parisienne, il y a quelques années, une femme est retrouvée morte. On retrouve notamment l'ADN du tueur, enfin, de ce qu'on pense être le tueur dans ses parties génitales. L'ADN tombe, c'est un mec qui habite l'étage du dessus, pilote, pas d'alibi au moment du crime. C'est lui, quoi. La réalité, et heureusement les enquêteurs ont fait un super boulot, les gendarmes qui étaient sur l'affaire, c'était section de recherche de Paris je crois, en fait on prouvait que non, c'était pas le cas, et ils ont réussi à faire tomber aux aveux le concierge de l'immeuble qui avait récupéré un préservatif et qui avait ce qu'il y avait dedans, donc la semence, et qu'il avait introduit dans la victime mais c'est dingue, pour faire condamner l'autre alors que c'était lui le tueur. Et donc c'est là qu'il faut faire attention, parce que les enquêteurs, maintenant on a passé à autre chose, mais ceux qui ne juraient que par l'ADN, sur un coup comme ça, vous dites c'est bon, on a le tueur, on s'arrête, on va plus loin. Et c'est là que les sciences dites molles sont hyper intéressantes, parce que le profiling vous amène à vous dire attends, regarde les circonstances. Le crime, il est atypique. Il y a des choses étranges. Je passe les détails parce que c'est un peu glauque, mais dans le rapport d'autopsie, il y a des éléments quand même qui peuvent être troublants. Il faut s'intéresser à ça. Un profiler va commencer à faire une victimologie, un profil criminel, le type de... Et là, ça peut matcher très vite sur... C'est bizarre, comme le pilote, il correspond pas du tout. Par contre, le concierge correspond beaucoup. Et donc là, on s'intéresse à lui. Qu'est-ce qu'on fait tomber ? C'est un type qui est tombé déjà pour meurtre, pour viol et compagnie. Donc, je pense qu'il y a eu une forme de défiance pendant très longtemps à l'égard des sciences psychologiques qui fait qu'on a eu du mal à s'ouvrir à tout ce qui était criminologie de manière générale. Moi, c'est mon explication. Ah oui. Est-ce que tu penses, Maxime, que tu sais, cette vague de tueurs en série, finalement, années 70-80, a pu justement encourager les Américains à se dire on va se bouger, on va essayer de structurer tout ça. C'est né avec, c'est peut-être né avec aussi, d'un côté, Oui, le phénomène a émergé dans les années 70, quand ils se sont rendus compte qu'ils avaient identifié 2 éléments. D'abord, les failles dans le fonctionnement, c'est-à-dire qu'ils disent, mais non, un mec qui fait des crimes dans différents états, on peut pas le recouper, nous. Donc on a un problème. Des tueurs qui, du coup, avaient compris ça et le faisaient. Et à un moment, ils ont compris qu'il y avait des affaires systémiques. C'est-à-dire que plusieurs victimes, c'est pas des victimes décorrélées, c'est le même type. Et là, ils sont dans un problème. On n'a pas un nom pour ça, on sait pas comment, c'est pas quelqu'un de normal. On parle quand même, un crime à 99,9% du temps, c'est commis par quelqu'un de l'entourage de la victime. Là, on est sur quelque chose qui n'a rien à voir et qui est sériel. Donc là, ça a fait chanceler complètement l'édifice judiciaire. Donc il a fallu comprendre. Le FBI, heureusement, et ça, quand on a vu la série Mindhunter, qui est quand même plutôt très bien faite, c'est vraiment tiré des écrits de Ressler et de Douglas, qui sont les 2 agents du FBI qui, dans les années 70, ont parcouru toutes les prisons américaines pour interroger les tueurs en série, pour faire des vraies enquêtes structurées, très intéressantes, et qui ont permis de comprendre les grandes lignes des profils des tueurs en série. C'est eux qui ont amené le mode opératoire, la signature, tout ça, à le comprendre. Ils n'étaient pas seuls, il y avait des gens comme Anne Burgess, par exemple, une psy, et ils ont construit
notre vision, encore aujourd'hui, qui marche très bien de ce que sont les tueurs en série, et qui s'est importée dans la plupart des pays, même si on a des différences sociales, sociétales de tueurs en série, notamment on parlait de profiling. Le grand truc dont on parle souvent en profiling, c'est aux États-Unis, les victimes sont blanches, donc le tueur en série est blanc. Ah oui, d'accord. Ça, on l'a importé en France, ça marche pas du tout. Sid Ahmed Redzala, par exemple, c'est un bon exemple, ça marche pas avec lui. Et donc ça, c'est parce qu'on n'a pas le même fonctionnement dans notre société, on marche pas pareil, on n'est pas construit de la même manière, sociologiquement parlant. Donc il y a quand même des grandes différences. Mais pour autant, ce qu'est un tueur en série, l'essence même d'un tueur en série, c'est la même chose aux États-Unis, en France, en Russie, etc. On se plonge dans les années 70. Je vais vous faire écouter un petit extrait audio et vous demander de réagir. The time keeps on flying. Think you're loving, baby, and all you're doing is crying. Can you feel those feelings real? Look at your game. Est-ce que vous reconnaissez qui c'est? Non. C'est Charles Manson. Très grand musicien, Charles Oui, Manson. qui en mars 69, je le rappelle, a envoyé ses adeptes tuer les occupants d'une villa. Et en fait, il croyait ou il prétendait que Terry Melcher, un producteur de musique, y vivait encore. Et Terry Melcher a refusé de produire cet album. Ouais. C'est parti de là. Qu'est-ce que ça raconte selon vous et qu'est-ce que vous avez à dire sur le côté mégalomaniaque des tueurs en série? Ah ouais, super intéressant ça. Qu'est-ce que j'aurais à dire sur le côté mégalomaniaque des tueurs en série? Eh bien, moi, l'exemple qui me vient tout de suite là, c'est l'exemple de Ted Bundy. Voilà. Alors, Ted Bundy qui, du coup, avait une personnalité extrêmement charmante et qui jouait beaucoup de son charme pour pouvoir attirer des jeunes femmes. Voilà quoi, le goal, c'est vraiment Enfin, il y avait quelque chose, pour moi, dans son comportement une volonté, je sais pas, de s'approprier la vie de ces jeunes femmes, de pouvoir contrôler aussi, parce que je pense que le meurtre, il est souvent, dû, ou en tout cas créé par une volonté de contrôle, et donc une sorte de toute puissance aussi. Voilà, je prends la vie, je fais ce que je veux avec la vie, et je suis un dieu. Après, certains profils aussi de tueurs en série très connus, on le sait, sont un peu borderline au potentiel, voire très haut potentiel. Donc il y a ce côté-là aussi où on est déconnecté totalement du genre humain, je pense, et où finalement on voit les autres, nos pairs, comme des fourmis. Voilà, il y a peut-être de ça aussi. Donc voilà, je ne sais pas exactement comment l'expliquer concrètement, mais là il y a plein d'exemples qui me viennent. Je penserais pas à Jeffrey Dahmer, mais je pense vraiment à Ted Bundy là. Et je me dis, ouais, il y a forcément des personnalités très narcissiques dans ce panel de tueurs en série. Le narcissisme, Maxime, est-ce que c'est le trait principal et commun à tous les tueurs en série? Oui, en fait, c'est la base, c'est-à-dire que Liv vient de le résumer, mais c'est le tronc commun, c'est-à-dire qu'il y a une forme d'autocentrage qui est tellement puissante qu'elle définit l'individu au-delà de tout le reste. C'est-à-dire que autour d'eux, les gens n'existent plus autrement que comme des outils à leur service à eux. Ils sont tellement autocentrés, mégalos, tout ce qu'on veut narcissique, que la fonction du quotidien de ce type-là, c'est de se dire comment je vais utiliser quelqu'un, ou les autres même, c'est presque comme des objets, pour mes satisfactions personnelles. Donc, il n'y a aucune empathie quand vous êtes comme ça. C'est des individus qui sont tellement autocentrés, c'est ma souffrance à moi. La souffrance de l'autre, elle n'existe même pas, ils ne la ressentent pas, parce que l'autre n'est pas un être humain qui souffre. L'autre est un outil pour le plaisir du type, pour régler ses propres problèmes. Et on est dans quelque chose qui est... on a tous quelque chose comme ça. Quand on aide quelqu'un, etc., au quotidien, peut-être au-delà de ce qu'on devrait, en réalité, c'est soi qu'on répare. Mais eux, ils poussent ça à un degré d'autocentrage, de réparation de leurs blessures narcissiques qui sont même plus des blessures, c'est des failles dans lesquelles ils sont tombés, perdus, ils sont au fond là-bas, et il n'y a plus d'êtres humains comme nous en surface, quoi. Donc ouais, ça les définit bien. Mais moi, je rêverais d'un pays un jour qui ait le courage, les couilles, pardon, même de le dire, d'aller au bout du raisonnement, c'est-à-dire de dire... Les tueurs en série, c'est compliqué, on est encore sur autre chose, mais les Américains appellent les spree killers, les tueurs de masse, c'est-à-dire ces individus, d'un coup j'ai paumé son nom, le Scandinave là, qui était sur l'île, qui butait tous les étudiants à la mitraillette. Toya, Voilà.
ces individus-là, si demain un pays disait, OK, vous savez quoi, on va décréter que dorénavant, on n'aura plus le droit, quand il y a ce type de crime, de diffuser le nom et la photo des gens qui font ça. Ouais. On va faire de l'information, parce qu'on n'est pas là pour, bien sûr, je ne vais pas faire de censure de la presse, hein. On pourra raconter les faits, etc. En revanche, on l'appellera l'individu, Voilà. Oui. et Ouais. il a décidé de se déshumaniser, on va aller au bout de sa démarche à lui. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que ça va changer à la société ? Rien. Un individu a tué tant de personnes à tel endroit, un autre en a tué tant. On ne sait pas qui c'est, on s'en fout de cette personne. Ne qui pas, est. du coup, On de s'intéresse pas aux les victimes. nommer. Ouais, on s'intéresse aux victimes, on s'intéresse éventuellement à pourquoi on en est arrivé là, bien sûr, à l'individu dans les faits, etc., mais pas à donner son nom. On va pas le glorifier, on va pas le stariser, on va pas donner une chambre de résonance d'écho à ce qu'il est, à sa perversion. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'à un moment, peut-être que dans la tête d'un type qui est plus que borderline, qui a ça de franchir le pas, en sachant ça, en sachant que s'il fait ça, il va aller au bout de ce qu'il veut, c'est-à-dire de se rayer de la carte. Mais ces types-là, ils le font en sachant que quand ils partent, ils emportent du monde et qu'ils rentrent dans la postérité. Ouais. Si vous leur dites, si tu fais ça, tu pourras pas, on a peut-être une chance qu'ils ne passent pas à l'acte, en tout cas peut-être sur eux-mêmes, mais pas sur les autres, si ça sauve des gens de temps en temps. Mais c'est quoi le problème alors ? Parce qu'il n'y a pas de censure en réalité, c'est du bon sens commun de se dire, Ouais. on se met tous d'accord autour d'une table, journalistes, médias, législateurs, et on dit que voilà, on va plus glorifier ces gens, on fera plus de bouquins sur... Et si on fait des livres, on mettra X. Ah oui, d'accord. Mais il n'y a Ouais. plus. Il Ouais. n'y a pas un pays qui fait ça aujourd'hui. C'est vrai. Et d'ailleurs, les boîtes de prod et les plateformes capitalisent sur cette glamourification, cette starification. Je reviens à Dahmer, par exemple, à la série de Ryan Murphy. Il y a eu un film avec, sur Ted Bundy également sur Netflix. Il y a eu la série sur les frères Menendez. On est face à des producteurs qui vont capitaliser justement sur cette fascination qui est très malsaine. Comment vous expliquez cette fascination pour le tueur en série ? Qu'est-ce qui explique que le public va cliquer sur cette série et va vouloir en savoir plus ? Ce qui fascine chez ces criminels, à mon avis, en tant que consommatrice de ce type de contenu, je dirais que c'est l'inconnu en fait. C'est justement, c'est la perte d'humanité, c'est la question de moi j'aurais jamais fait ça, j'aurais jamais pu faire ça. Pourquoi un jour un être humain et comment un être humain arrive à ce genre d'extrémité, c'est le mystère pour moi. On essaie de comprendre, on essaie de mettre, de rationaliser les choses aussi, parce que du coup, dans nos petits cerveaux, essayer, tu vois, de trouver des explications nous permet aussi, je pense, inconsciemment, de nous protéger. Voilà. Parce que si tu as un individu qui peut juste t'attraper dans la rue et te tuer pour aucune raison, certes, tu meurs dans tous les cas, hein, mais il y a quelque chose de pire là-dedans, de ne pas savoir. Peut-être qu'il n'y a aucune explication. Voilà, il pourrait ne pas y avoir d'explication. Et je pense qu'on essaie, nous, de comprendre, tout simplement. Voilà, il y a de ça. Il y a aussi un peu la curiosité morbide de se dire « Waouh, c'est horrible, comment on peut faire ça ? Waouh !» Et je suis bien confortablement installée dans mon canapé et je peux accéder finalement à l'horreur et au danger sans m'y plonger pleinement. C'est un mélange de ces deux choses-là, à mon avis. Ouais, Sim. Liv a raison, je trouve, tu résumes bien le truc, c'est besoin de se rassurer. Ouais. Et je pense qu'il y a une accumulation de phénomènes, c'est-à-dire qu'il y a besoin de se rassurer, il y a quelque chose de, comme tu le disais, d'assez morbide avec le côté un peu jeu. C'est des montagnes russes, hein. Quand on fait des montagnes russes, on sait qu'on risque rien, mais on va avoir des sensations très fortes. S'intéresser à des tueurs en série, c'est la même chose. On va avoir des sensations fortes, mais on est en sécurité dans son sofa, tranquillos, en train de bouquiner le livre ou regarder la série sur le sujet. Et puis, à mon sens, il y a quand même un phénomène qui nous dépasse aussi, qui est plus au niveau de la société et dans l'arrière-plan de notre construction mentale globale, collective, qui est les sociétés se sont toujours construites avec un cadre, toujours. Pendant très longtemps, le cadre était le même, c'était la religion. Tu dois pas faire ça, sinon tu vas en enfer. Le danger, c'est le diable. Le Moyen-Âge, là où le diable, la figure du diable tel qu'on le connaît, émerge au Moyen-Âge, elle est utilitaire, hein, elle est utilisée pour différentes choses. Bon, c'est pas le sujet du jour, mais petit à petit, elle s'ancre dans l'inconscient collectif. Attention, le diable est là. Et puis, les siècles passent et on arrive à une époque où on commence à dire « Ah, mais il y a la science maintenant. La science explique beaucoup de choses. La religion perd. On s'intéresse un peu. » Et du coup, cette espèce de cadre-là, effrayant,
qui était vraiment à la limite de de notre réalité, quoi. Entre nos croyances et la réalité, il s'atténue, il a plus trop de puissance parce que la religion commence à balayer ça. La psychologie débarque, Freud, Jung et compagnie. Là, on commence à t'expliquer que le vrai monstre, il est plutôt sous le lit, dans le placard. Donc, il vient de toi. Ah, ça pose d'autres questions. Et bon, en gros, je vais aller directement à l'essentiel, mais on pourrait développer le truc jusqu'au bout. Le tueur en série, c'est le croque-mitaine des temps modernes pour moi. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une figure effrayante qui est à l'image de notre société. Notre société, aujourd'hui, elle est concrète, cartésienne. Le tueur en série, c'est un vrai individu qui existe. On ne peut pas le nier. Donc, il a cette figure. Mais en même temps, notre société, elle est en demande de frayeurs qui vont au-delà de ce qu'on comprend. C'est ce que tu disais tout à l'heure, le livre. Le tueur en série, c'est ça. Il est dans sa psychologie un cran au-dessus de tout ce qu'on peut expliquer, tout ce qu'on peut comprendre, parce que quand on dit oui, un tueur en série, en gros, c'est un type qui a eu une enfance horrible. Non, c'est pas que ça. Des enfants qui ont des enfances abominables, 99,9% d'entre eux deviennent des gens bien. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? Ça peut pas être ça l'explication. Inversement, des tueurs en série, il y en a qui, c'est vrai qu'il y en a moins, parce que c'est un facteur déterminant, mais pas unique. Il y en a qui ont eu des enfances normales, même aimantes. Quelques-uns. Ah oui, c'est vrai, donc, ça. c'est pas l'élément qui peut tout expliquer. Donc, on comprend bien que chez l'explication de ce qu'est le tueur en série, on n'a pas toutes les clés aujourd'hui. Et pourtant, il est là, il est concret. Donc, il a un peu ce truc, il est là, on peut pas le nier, mais en même temps, il a un pied dans un monde qu'on ne connaît pas, qui nous effraie et qui peut peut-être nous laisser entreapercevoir des choses qui nous dépassent, qui sont très effrayantes. Mais ça ne nous concerne pas, on n'est pas des tueurs en série. Mais quand même, on en trouve la porte parce qu'on veut regarder. Il y a un truc un peu fascinant, quoi, essayer de les comprendre. Tout à fait. Et en même temps, il faut pas trop faire de sensationnalisme, pas trop nommer, pas trop décrire le mode opératoire. Et puis parallèlement, Maxime, toi, tu dois vendre des bouquins. Et toi, Liv, tu dois aussi un peu appâter les viewers sur ta chaîne. Comment vous jonglez entre ces deux dynamiques-là qui s'opposent un peu? À la fois, je veux fasciner, et à la fois, je vais éviter quelques écueils. Comment vous faites, Maxime? Moi, c'est assez facile parce que mes bouquins, j'invente les tueurs. C'est pas des vrais. Donc, en fait, tout ce que je mets dans le bouquin... Oui, mais il y a une responsabilité quand même. Il y a une responsabilité. Et ça, je vais y venir. Mais dans un premier temps, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est créer un personnage qui n'existe pas. Il est nourri d'énormément de choses qui viennent de la réalité, bien sûr. Mais je ne nomme pas de vrais tueurs. Je glorifie pas des tueurs. Et dans tous mes bouquins, les tueurs sont des monstres, clairement. Et ils sont traités comme tels. Mais ma responsabilité, elle est d'avoir une raison de le faire, d'essayer de décrypter, de comprendre. Mes livres, j'essaye de faire en sorte que chacun apporte quelque chose, un petit fragment de réponse, de compréhension. Pendant très longtemps, je me suis interrogé sur ce qu'était le mal, la définition du mal. Au-delà de l'aspect religion, qui m'intéresse assez peu, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le mal existe? Et si oui, qu'est-ce que c'est? Alors, dans une société très cartésienne, j'ai mis 30 bouquins, enfin, peut-être pas 30, mais 20 bouquins, il y a 7-8 ans, arriver à ma définition de ce qu'est le mal à travers le portrait des tueurs en série et de ce qu'ils incarnent dans la société. Tout le discours que je vous tiens depuis tout à l'heure sur ce qu'est le tueur en série, à mon sens, c'est un discours que j'ai construit petit à petit à force de m'intéresser au sujet et qui a été nourri dans mon travail, dans l'intellectualisation de la compréhension à travers la création dans une fiction. Donc voilà, moi j'y vois mon intérêt. C'est un intérêt personnel. Comprendre ce que sont ces types-là, pourquoi, qu'est-ce que ça raconte d'une société, de notre responsabilité collective ou pas, d'ailleurs, à leur création, à leur traque, et également aussi à un moment à leur glorification. Pourquoi est-ce que les fictions plaisent autant? On vient d'en parler, hein, mais donc je suis un peu assis dans c'est assez confortable, quoi. Je le fais avec toutes ces justifications-là, sans avoir besoin de me dire et c'est pour ça que j'ai pas envie de rencontrer des vrais tueurs en série, ça m'intéresse pas. Ouais, d'accord. Et toi, Olive, comment tu jongles entre le fait d'entretenir ta chaîne, de faire venir les abonnés et l'éthique? Et l'éthique Eh bien, je trouve que la réponse de Maxime, elle résonne pas mal avec moi. J'essaie de toujours prendre beaucoup de perspectives, c'est ce que je racontais tout à l'heure finalement. Je me positionne en tant que coach, voilà, qui essaie de décrypter des affaires, qui essaie d'étudier un petit peu aussi peut-être la psychologie du criminel. Je prends beaucoup de recul finalement, donc ça me permet déjà de ne pas tomber dans certains travers. Et puis aussi, j'essaie d'être le plus factuel possible, parce que du coup, je parle d'affaires réelles. J'essaie de coller le plus possible aux faits.
je me dis qu'en collant le plus possible aux faits, je peux pas forcément... Enfin, je tombe difficilement dans le sensationnalisme. Et bien sûr, après, il y a une rédaction derrière. C'est tout le true crime, selon moi, c'est pas seulement du fait, c'est pas seulement du JT de 20h, c'est aussi créer une ambiance. Voilà. C'est aussi créer, un contenu immersif. Finalement, ça se rapproche un petit peu de la fiction quand même. Il y a de la rédaction derrière, il y a de la... moi, c'est ce que j'essaie de faire, en tout cas dans mes vidéos à moi. Mais j'évite d'entrer dans des détails un peu trop morbides. Voilà. Je dirais que c'est ma limite. J'évite de le faire. Parfois, ça arrive. Quand je le fais, j'essaie d'être le plus... d'essayer de ne pas entrer dans une sorte de posture comme disant oui, il a tué comme ça, il a fait ci. J'essaie d'éviter ça. J'espère en tout cas que ça fonctionne comme ça. Avant de passer à vos recos, je voulais vous poser une dernière question. On est tous plutôt accros à ce genre d'histoire-là. Quel conseil vous donneriez pour se protéger? Parce que parfois, à force de baigner dans des autopsies, dans des affaires sanglantes, comment on cloisonne? Comment on dort tranquillement le soir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Waouh, comment on dort tranquillement le soir? Moi, je ne dors pas le soir. Écoute, voilà, ça fait 24 heures que je n'ai pas dormi. Eh bien, je dirais que il faut peut-être séparer le travail de la vie personnelle, un peu comme tout le monde le fait, j'espère. Et j'essaie tout simplement, et c'est compliqué, de me dire que la semaine, je travaille, le week-end et bien sûr en soirée, je me déconnecte et j'essaie justement de ne pas consommer. Récemment, j'ai arrêté de faire ça, de consommer trop de contenu du coup criminel. Ça m'aide pas mal. Je me suis un petit peu éloignée aussi de ce type de contenu récemment. Ça fait 1 an environ que j'ai pris la décision de m'intéresser à d'autres histoires dramatiques mais qui n'impliquaient pas forcément des crimes sanglants. Voilà, ça m'a aidé pas mal. Parce que j'ai eu une période vraiment difficile où je voyais le monde de façon très négative. J'avais l'impression que le mal était partout. Et ça m'a rendu vraiment austère, en fait. Ça m'a rendu hyper austère. J'ai perdu un peu de soleil que j'avais. Et du coup... prendre cette décision de m'éloigner un petit peu des crimes sanglants, ça m'a aidé. Je m'y intéresse toujours, bien sûr. J'en reparlerai forcément encore sur ma chaîne à l'avenir. Mais je crois qu'il est important d'avoir une sorte de stratégie. Voilà, je dirais. Avoir une stratégie, essayer de compartimenter les choses, c'est hyper important. Voilà. Et toi, Maxime? Liv est un peu en train de dire qu'elle va faire une chaîne sur l'humour. One Woman Show bientôt, je suis au courant. Et toi, Maxime, comment tu cloisonnes? Est-ce que tu cloisonnes? Oui. Enfin, je ne l'ai pas assez fait pendant longtemps. Et donc, ouais, je me reconnais bien dans ce que tu viens de dire. Parce que je passais 8, 10, 12, 15 heures par jour à étudier le sujet et après à écrire sur le sujet. Donc, quand on fait ça pendant 8, 9 mois d'affilée, c'est plombant. Et je me souviens que mes proches me disaient parfois, quand je descendais de mon bureau, t'as le masque. J'étais plombé, j'étais concentré, j'étais tellement là-dedans que mes traits étaient durs, figés. Il fallait que je redescende, je pense, comme un type un flic qui sort d'autopsie, quoi, qui est marqué par le truc. Donc, après, pour les gens qui nous écoutent et qui s'intéressent au sujet, je pense que c'est absolument comme tout, c'est de la modération. Il faut, ok, ça vous intéresse, ça vous plaît, et un docu, un bouquin, ok, pas de problème, un podcast. Mais peut-être pas tous les jours, tout le temps, en permanence. Et à un moment, quand on se rend compte qu'on est vraiment accro à ça, qu'on adore, il faut se poser la question de pourquoi. Si on sait pourquoi on fait ça, si on coche la bonne case de « en fait, je me rassure », en comprenant ce qui m'intrigue là-dedans, et c'est pas que morbide, c'est pas nourrir une part très sombre de moi, non, c'est ça, et ça, et ça. Ça permet d'abord, en général, très vite, de baisser un peu le curseur de la fascination et de le faire avec un peu plus de recul et de façon plus protectrice pour soi. Le club Miquette fait rimer pop culture et faits divers. Est-ce que vous auriez une recommandation culture, une œuvre culturelle, film, série, livre, album, qui traite justement de cette fascination-là à recommander aux auditeurs? Alors, est-ce que ça traite de la fascination? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai découvert très récemment un film avec Hugh Grant, qui d'ailleurs que je n'avais pas vu depuis très longtemps dans un film. Et donc, tu vois, il a pris de l'âge et tout, mais il est toujours très bien. Il est toujours très bien.
Et en fait, ce film s'appelle Hérétique. Critiquez pas les mecs de 50 ans, s'il vous plaît, c'est gentil. Non, c'est vrai qu'en fait, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas vu dans un film que j'étais en mode ouais, mais c'est Hugh Grant, ça fait super longtemps quoi. Et c'est pas une comédie romantique. C'est pas une comédie romantique, absolument pas. Ce film s'appelle Hérétique. Donc le titre parle de lui-même. Ça colle vraiment à ton prochain épisode sur l'affaire Ruby Franke, puisque on suit 2 jeunes filles qui sont mormones donc et qui vont de maison en maison pour pouvoir prêcher la bonne parole. Voilà, elles ont une petite liste qu'elles doivent suivre et voilà, ils commencent à faire un peu sombre, un peu nuit, il commence à pleuvoir. Et elles arrivent devant la maison d'un homme qui s'est inscrit sur la liste justement. Il les fait entrer et ils commencent ensemble à discuter de religion tout simplement et ça se passe pas forcément très bien. Voilà. Et c'est très intéressant parce qu'il y a un débat justement sur la religion. On parle aussi potentiellement d'un criminel, je ne sais pas. Il y a plein de choses qui se passent dans ce film. Donc Hérétique, c'est ça ? Hérétique, exactement. Je le recommande. Maxime. Écoutez, tout à l'heure, Liv, tu parlais de Ted Bundy. Du coup, ça me donne envie de parler d'un bouquin qui s'appelle Un tueur si proche de Anne Rule, qui était publié en France, je crois, par Michel Lafon Édition. Et pourquoi ce bouquin ? Parce que c'est une histoire vraie, c'est un témoignage. C'est une journaliste qui raconte comment est-ce que à l'époque elle s'intéresse notamment à un tueur en série qui sévit, entre autres, et ça reste pas qu'à ça, et que de temps en temps son pote d'université lui dit en fait tu suis un peu l'affaire, ouais, t'en penses quoi et tout, et on découvre, et elle le raconte dans le bouquin, que le pote c'est Ted Bundy, et donc elle s'intéresse à l'affaire de Ted Bundy sans savoir que le tueur c'est lui, c'est son pote, et donc elle raconte ça dans Un tueur si proche, c'est glaçant, c'est génial. Elle est devenue après spécialiste du sujet, donc super. Et très très vite, une deuxième reco, parce que je peux pas m'empêcher, faut que j'en parle, de Staircase. C'est un documentaire incroyable, c'est fabuleux. Et ça, quand vous êtes intéressé par les true crime, ça raconte un romancier, donc ça me parle, qui est accusé d'avoir tué sa femme. J'en dis pas plus, faut le voir. On se fait plein d'avis, c'est plein de rebondissements, et la fin est surprenante. Et il faut savoir c'est rare dans les documentaires, l'équivalent d'une espèce de saison 2, parce que l'affaire a continué 10 ans plus tard. Un rebondissement de Staircase à regarder. Super recommandation. Et moi, je vous recommande Charles Manson par lui-même, qui m'a beaucoup perturbée, qui est en fait l'autobiographie retranscrite par le compagnon de cellule de Charles Manson. Et il raconte sa version de l'histoire. Et selon lui, il était juste un petit caïd qui venait d'un milieu très, très pauvre. Et c'est hyper intéressant. Ça a été publié chez Séguier et ça fait 384 pages. Et je ne pensais pas le lire en entier. Super intéressant. Et je l'ai lu et c'est assez perturbant. Mais on n'a pas très envie de le plaindre, Manson. Et c'est ça qui est terrifiant, c'est qu'en le lisant, tu te dis, le pauvre môme. Ah oui, d'accord. D'où le problème des autobiographies de tueurs en série. Voilà. Ils vous feront toujours vers celle-là. Voilà. Il faut le lire et après relire la fiche Wikipédia du fait divers. Ok, d'accord. Comme ça, tu te blindes. C'est parfait. Et merci à vous en tout cas. Merci Maxime, je rappelle le nom de ton dernier thriller, Prime Time, qui est génial, que je vous conseille de lire. Oui, qui est génial d'ailleurs, Maxime. Je tiens à le dire. Il est incroyable. Et Liv, on te suit toujours sur ta chaîne YouTube et ta série documentaire Clic Mortel est dispo sur France TV/. Merci à vous deux. Merci à toi.